À la une ce soir, démarrer sa rentrée du bon pied et du bon oeil. Cette année encore, la FCPE organisait en partenariat avec des opticiens des dépistages visuels gratuits pour les enfants dans 3 centres commerciaux. Une randonnée sur fond de revendications. Le Comité national des réparations organisait aujourd'hui une marche mémoire à la redécouverte de certains édifices et monuments de Fort-de-France. Une trentaine de participants a remonté le temps. En sport, le club franciscain et la Samaritaine ont ouvert la saison de football hier. Une rencontre engagée, mais au final match nul. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Il se multiplie chez nous les concours de beauté. Le dernier en date, Miss Territoriale Martinique, vient de désigner sa toute première Miss, Maïli Rebar. Notre invité, François-Xavier Erard, le président du comité organisateur, nous dira tout sur ce nouveau concours. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. On débute par cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi en raison des fortes précipitations dans le nord. Cet après-midi même, à Grand-Rivière, une trentaine de personnes ont été surprises par la montée soudaine de l'eau. Elles sont actuellement bloquées, en tout cas une partie d'entre elles, et ne peuvent pas regagner la rive. L'hélicoptère Dragon 972 a été dépêché sur place pour les évacuer. Même scénario au Prêcheur à Lens-Couleuvre, une quarantaine de personnes sont elles aussi bloquées au niveau de la rivière. Les équipes de sauvetage sont sur place. Des nouvelles du ciel à présent. L'ouragan Irma continue sa progression. Il est désormais à 1900 km à l'est de l'Arc-en-Ciel. Vous le voyez sur l'animation satellite. Le phénomène dépressionnaire a été rétrogradé au niveau 2 hier en fin de journée. Sa trajectoire est toujours incertaine. Il se déplace vers l'ouest pour le moment et pourrait toucher le nord de l'Arc-en-Ciel seulement mardi ou mercredi. Le phénomène reste sous haute surveillance. Les autorités ne prennent aucun risque. La Guadeloupe entrera, elle, en vigilance jaune cyclone dès demain matin. Chez nous, pas de consignes précises de sécurité pour l'heure. La préfecture a annoncé qu'elle donnerait ses recommandations en fonction de l'impact encore incertain de l'ouragan. Au chapitre scolaire à présent, J-2 avant la rentrée des classes, vous le savez, lundi, un peu plus de 75 400 élèves retrouveront le chemin de l'école. L'heure est au dernier préparatif. Mais pour bien entamer cette rentrée, avez-vous pensé à faire tester la vue de vos enfants ? Comme chaque année, depuis 12 ans, en partenariat avec la FCPE, certains opticiens proposaient un dépistage gratuit. Aujourd'hui, dans 3 centres commerciaux. José Le Chertier s'est rendu à Batelière et au centre commercial Océanis. Regardez. Jean-Baptiste a une parfaite vision. Il y a 2 couleurs, donc il y a le vert et le rouge. Pour toi, les lettres sont plus faciles à lire dans le vert ou dans le rouge ? Les deux. Ce dépistage est important car son sport nécessite une bonne acuité visuelle. J'avais envie de savoir si ma vue était bonne, voilà, pour mon sport, comme je fais du tennis, pour bien voir. Tu as 10 sur 10, il n'y a pas de préférence de couleur, donc on va dire que tu es amétrope, tu n'as pas de correction. Dans ce centre commercial au Robert, le public a répondu favorablement à l'opération dépistage visuel 2017 organisée par la Fédération des conseils de parents d'élèves de Martinique. Pour cet opticien, l'objectif n'est pas de se substituer à l'ophtalmologue, mais d'orienter et conseiller les enfants. On n'a pas le droit de vérifier la vue des enfants en fait. Là on va faire un dépistage rapide pour voir s'il y a une myopie, hypermétropie ou astigmatisme et ensuite l'indiquer sur un petit feuillet pour les inviter à consulter un ophtalmologiste en cas de problème. Ma fille, depuis quelque temps, elle me disait qu'elle ne voyait pas bien, surtout qu'en ce moment elle prend les cours accompagnés, la conduite accompagnée et que vraiment il fallait vraiment l'emmener voir un ophtalmo. C'était l'occasion pour moi de l'emmener faire une petite visite. Déjà parce que le dépistage est gratuit. Et puis ça sera une raison de savoir si la petite, elle doit voir un ophtalmo ou pas. Une opération poursuivie simultanément dans plusieurs centres commerciaux comme ici à Batelière. 19 enfants ont pu bénéficier de ce service gratuit. 5 doivent consulter obligatoirement un ophtalmologue. Pour ce professionnel, une attention particulière est portée sur la lumière bleue. On fait beaucoup attention à préciser aux parents la lumière bleue qui est importante, qui est partie intégrante en fait, des écrans. Ça peut jouer sur le sommeil, ça peut fatiguer les yeux, ça peut faire des maladies plus tard, des MLA, des choses comme ça, quand l'œil n'est pas encore formé totalement. DLMA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie liée à un vieillissement de la zone centrale de la rétine. Elle se traduit par une perte progressive de la vision centrale. En France, près de 1,3 million de personnes sont atteintes.
première cause de cécité des plus de 50 ans. Ce serait bien de mettre aussi en contact tout de suite avec des ophtalmos, comme ça on aurait eu des rendez-vous plus rapides. Nous sommes en train de travailler sur un partenariat pour permettre d'avoir au moins 1 ou 2 ophtalmos suite à ce dépistage qui puissent prendre les enfants qui ont été orientés plus rapidement que dans un délai de 2-3 mois. Pour les retardataires, un autre point de dépistage visuel est prévu le samedi 16 septembre au centre commercial de Génipa. Et quelle activité choisirez-vous de pratiquer cette année? Si votre choix n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à 20h ce soir pour vous rendre sur l'esplanade des Arawaks à Schellcher. Depuis cet après-midi, des associations sportives et culturelles proposent de découvrir et de tester certaines disciplines au programme, notamment tennis, natation, kayak ou encore karaté. Voyez ces réactions recueillies par Johan Boulard. C'est très important pour nous d'être présents à cette manifestation organisée par la ville de Schellcher parce que ça permet de faire connaître au grand public et aux Schellcherois plus spécifiquement notre activité. On a eu pas mal de contacts et c'est d'ailleurs pour cela que cette journée d'association pour les associations schellcheroises est très importante parce que ça permet à toutes les associations de Schellcher de trouver en tout cas des adhérents et tout le monde y trouve son compte. C'est pour pouvoir trouver des activités pour mes enfants, afin qu'ils puissent, j'en ai 2, garçons-filles, et donc comme il y a plusieurs associations regroupées, donc on a entre guillemets le choix pour pouvoir les inscrire éventuellement dans des activités. Grand c'est judo, la fille ce sera danse classique. Mais malheureusement, j'ai pas vu le stand. Mais oui, ils ont trouvé leur bonheur et on va faire en sorte qu'ils puissent le faire cette année. C'est une très bonne initiative parce que tout le monde est regroupé et ça nous facilite la recherche des différentes activités. Oui. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour réfléchir. On parle du maintien du lien social. Qu'est-ce que c'est que le lien social? Tout simplement l'éducation et le vivre ensemble. Et donc il faut saluer donc, tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, pour pouvoir, qui sacrifient également quelquefois leurs intérêts personnels et familiaux pour s'occuper des autres. Et dans une société qui est essentiellement matérialiste, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager et saluer, ce que la ville de Schellcher fait avec ses moyens. Voilà, vous avez encore moins d'une petite heure maintenant. En culture à présent, connaissez-vous bien l'histoire des monuments de Fort-de-France? Ce matin, le Comité national pour les réparations a organisé une randonnée mémoire, une marche sur fond de revendications dans les rues foyalaises. Le CNR souhaiterait en effet que certains monuments de l'époque coloniale soient rebaptisés. 30 participants ont chaussé leurs baskets pour cette deuxième édition. Johan Boulard les a suivis. Regardez. Derniers petits encouragements avant de passer aux choses sérieuses. C'est dans le mental. Oui, votre corps va voilà, je me prépare à monter alors. On est venu marcher, certes, mais en plus des kilomètres, découvertes et anecdotes sont au programme. Et puis c'était qui bateau? Un bateau qui a sauté dans le Venezuela et qui a mené bœuf. Et puis au fond, tu as pris ces bœufs-là et tu as battu. Cette marche, justement, elle est une marche très intéressante pour le point de vue sur le plan du patrimoine. Nous avons des informations qui sont capitales, qui permettent de nous l'autre regard et c'est important. C'est important parce que nous avons apprécié la ville capitale mieux. Il y a eu, nous ont montré la première boîte de nuit en Martinique à Fort-de-France. J'ai trouvé ça marrant de connaître, voilà, cette petite anecdote sympa. Du Fort Saint-Louis en passant par la cathédrale de la rue Blénac, 8 sites emblématiques au cœur de cette visite guidée. L'ancien comte Blénac, d'ailleurs militaire, aurait participé à l'élaboration du Code noir. Son corps reposerait par ailleurs dans ce lieu de culte. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple promenade historique, mais bien d'une marche militante. Innocemment, des petits-fils d'esclaves arpentent cette rue qui, comble d'ironie, débouche sur la rue de la Liberté. Dont la finalité est de déterminer si certains noms de monuments ou de rues doivent être rebaptisés selon les membres du Comité national pour les réparations. Nous essayons de voir quelles sont les rues qu'il faudrait débaptiser, dont nous espérons ne plus voir les noms comme Blénac, comme Bouillet, comme Guédon. Ces personnages-là n'ont rien à faire, même si l'histoire dit ils font partie de l'histoire, d'accord. Mais je pense que quand même nous avons des personnages ici dans notre histoire qu'il faut mettre à l'honneur. La fontaine Guédon. Alors une fontaine, on va pas que c'est une fontaine, hein. Voilà, parce que pas de l'eau encore adore. Et c'est vraiment laissé à l'abandon, quoi, carrément. Après 4 heures de randonnée,
C'est au fort de Tartanson où aurait été emprisonné le roi Béhanzin que s'achève la découverte. Un lieu là aussi choisi avec soin, le CNR souhaite influer sur la mémoire collective en proposant une lecture différente des grands événements martiniquais. À travers ce patrimoine, nous allons pouvoir lire, décrypter la mémoire de ceux qui ont construit, de ceux qui ont laissé leur sang, leur vie ici. Et ceux-là sont majoritairement nos ancêtres. Et il faut absolument que nous connaissions tout ça pour savoir ce que nous devons faire aujourd'hui et nous projeter dans l'avenir. Une trentaine de personnes a emboîté le pas de l'histoire ce matin. La prochaine rando mémoire est prévue dans 2 mois. Le mystère plane encore sur la commune qui accueillera ces férus de patrimoine. Au chapitre sport, en football, coup d'envoi de la première journée du championnat de Régional 1. Hier, le club franciscain affrontait la Samaritaine, un match très engagé, mais au final, 2 buts partout. Retour sur la rencontre avec José Lechertier. La rencontre choc de cette première journée de Régional 1 entre la Samaritaine et le club franciscain en vert et noir a tenu le public en haleine. Malheureux perdant lors du trophée Yvon Ludbert face au club franciscain 2-0, c'est sur un air de revanche que les Samaritains entament ce match. Entre les deux formations, le jeu est offensif et très engagé. Les minutes de la première mi-temps défilent et aucune solution n'est trouvée. À la pause, le score est nul et vierge. Après un repos bien mérité, la physionomie du match change. Yann Timon ouvre le score à la 72e minute sur ce corner. La Samaritaine n'a pas dit son dernier mot et égalise quelques minutes plus tard sur pénalty, 1 partout. Dans la foulée, la Samaritaine prend l'avantage, 2-1. Mais ce sera de courte durée. En bon capitaine, Stéphane Abol ramène son équipe au score, 2 partout. C'est sur une parité de 2 buts partout que les équipes se laissent. On a pris 2 points, c'est quand même un bon résultat, parce que nous sommes à l'extérieur. On va travailler pour se relancer le week-end prochain. On a vu 2 équipes qui en voulaient. Bon, le nul est mérité. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais ça a été une belle rencontre ce soir. Par ce match nul, la Samaritaine effectue un excellent retour en Régional 1, ce qui présage un championnat palpitant. Et d'autres rencontres footballistiques ont également eu lieu hier. L'Aiglon du Lamentin s'est incliné face au Good Luck, 1-0 au stade Pierre-Aliquer. De son côté, le RC Saint-Joseph a reçu à domicile le club colonial. Aucun but n'a été inscrit. Cet après-midi, 4 rencontres avaient lieu. On découvre tout de suite les résultats. À Schellcher, la rencontre émulation face au Golden Lion. Voilà, vous les découvrez en même temps que moi. Au Prêcheur, les Sorts étaient opposés au Racing de Rivière-Pilote. La JS Eucalyptus affrontait quant à elle le New Star au François. Et enfin, le CS Casse-Pilote a reçu sur ses terres le Golden Star. Voilà donc pour ces résultats. Du côté des tatamis, il reste le maître absolu. Le judoka Teddy Riner a remporté son 9e titre au championnat du monde à Budapest aujourd'hui. Le Guadeloupéen est venu à bout du Brésilien David Moura en finale dans la catégorie des plus de 100 kilos. Le Guadeloupéen n'avait pas disputé de combat depuis plus d'1 an. Une belle reprise donc. Du côté des routes, cette fois, début aujourd'hui des championnats de France des comités régionaux d'outre-mer de cyclisme. La course se déroule à Saint-Martin. 8 Martiniquais sont en lice. C'est le Guadeloupéen Louis Sablon qui a remporté le premier tronçon ce matin, talonné à 5 secondes par le Martiniquais Axel Carnier. Le coureur de Saint-Martin, Ludovic Turpin, a quant à lui remporté les 12 km du contre-la-montre cet après-midi. Dernière étape demain. Restez avec nous dans quelques instants à suivre dans le meilleur de votre JT délocalisé. Nous prendrons d'abord la direction de Trinité. L'usine sucrière du Galion a rencontré quelques péripéties au début de la campagne. À l'époque, les planteurs de canne tiraient déjà la sonnette d'alarme. Au Marigot, nous irons à la rencontre des paroissiens de la commune avant le lancement des travaux de l'église. Un chantier qui était
Très attendu, vous le verrez. Enfin, à Fort-de-France, nous sillonnerons les rues du quartier historique de Morne-Calebasse, vivier de petits commerces traditionnels. Beaucoup tentent de survivre aujourd'hui. Mais pour l'heure, intéressons-nous au dernier né en matière de concours de beauté. Miss Territoriale Martinique a vu le jour en début d'année et vient d'introniser, fin août, à Ajoupa-Bouillon, sa toute première ambassadrice. Elle s'appelle Maïli Rebar. On va découvrir plus amplement son profil avec notre invité, qu'on rejoint tout de suite, François-Xavier Erard. Vous êtes donc le président du comité organisateur de ce concours. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez créé ce concours alors que l'on en recense plus d'une dizaine en Martinique. D'accord. Alors, il faut savoir déjà qu'en matière de concours de beauté en Martinique, il y a un certain nombre. Alors, intéressés par les concours de beauté il y a quelques années déjà, avec une certaine expérience, nous avons jugé qu'il n'y avait pas encore de concours de beauté qui œuvrait réellement pour une cause, sur le territoire. Donc, nous avons décidé à partir de cette année de lancer vraiment notre projet qui mûrissait déjà depuis un certain nombre d'années et de mois, je dirais. Vous ne craignez pas justement d'avoir un peu de mal à vous faire une place aux côtés des autres concours dont certains existent depuis des décennies? Oui, absolument. Alors, avec d'autres concours de beauté, nous avons déjà eu une certaine expérience. Et nous pensons que chaque concours de beauté a ses objectifs, joue leur rôle pour la Martinique, pour sa bonne représentativité à différentes échelles, locales, nationales et internationales. Alors justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres concours? Alors le nôtre déjà regroupe l'appellation Miss Territoriale Martinique, a un objectif de permettre aux Martiniquaises de participer à divers événements internationaux, dont les concours de beauté et celui de Miss Monde. Parce que vous n'êtes pas le seul, justement, à aller à ce genre de concours. Comment ça va se passer? Vous serez à Miss World, c'est ça? Oui, notamment? absolument. Alors, nous avons, en début d'année, obtenu la licence qui permet aux Martiniquaises d'accéder à l'élection de Miss Monde. Et nous viserons, avec la Miss qui a été intronisée, à la préparer pour qu'elle puisse participer au mieux à l'élection internationale en octobre. Donc, c'est Miss Monde ou c'est Miss World? Parce que ce sont quand même deux concours différents. Alors, Miss World, c'est en anglais, et Miss Monde, c'est en français, c'est le même concours. D'accord, très bien. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura deux participantes qui vont représenter la France? Notre Miss France qui sera désignée en décembre, plus Maïli, dont on va parler dans quelques instants. Il y en aura deux, c'est ça? Oui, absolument. En revanche, il y en aura trois, puisque la Guadeloupe participe déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, en l'occurrence, il devrait y avoir la Guadeloupe, la Martinique et la France. Et je pense d'ailleurs intimement que ça donne tout simplement trois possibilités à la France d'obtenir la couronne tant convoitée et prestigieuse. Pourquoi pas, c'est vrai. Absolument. Alors, le 19 août dernier, Maïli a été désignée par votre comité. Pourquoi ne pas avoir procédé à une élection en elle-même? Pourquoi l'avoir désignée? D'accord. Alors, comme c'est la première année, nous avons réellement plutôt souhaité mener un travail qualitatif. C'était un problème de temps, peut-être? Alors, il peut y avoir effectivement un problème de temps parce que Miss Monde, c'est un concours international qui demande beaucoup de temps de préparation. C'est un concours très exigeant. Et là, je parle vraiment pour le concours Oui, absolument. C'est un concours très exigeant et on a préféré se consacrer sur la préparation de la candidate que sur la préparation de l'élection. Je pense, et nous avons déjà commencé à travailler avec nos partenaires pour que l'année prochaine, nous ayons vraiment une élection intéressante et bien entendu qui visera à se différencier déjà des concours existants. Justement, qui est Maïli? Expliquez-nous un petit peu. D'accord. Alors Maïli, c'est une jeune fille, une jeune martiniquaise qui est étudiante en CPGE, en classe préparatoire option scientifique au lycée de Bellevue, qui a 20 ans, qui est très dynamique, qui est ouverte, qui est accessible et qui est fortement intéressée par les concours de beauté et nous pensons qu'elle passera une très bonne année avec nous. On l'espère aussi, mais simplement sur quels critères a-t-elle été jugée particulièrement? D'accord. Alors les concours de beauté, effectivement, ont des critères liés au physique, on dit plastique en fait, mais principalement, nous avons mis l'accent sur des critères intellectuels, puisque la Miss est d'ores et déjà présidente d'une association qui s'appelle Martinique Tourisme et Diplomatie, qui est en collaboration avec le CMT, puisque l'institution est déjà informée, et elle aura à charge durant une année de mener à bien une action
au minimum sur le tourisme et pourquoi pas d'autres tant que nous avons le temps de le faire. Mais justement, sur quoi est-ce que vous l'attendiez particulièrement? Parce que les capacités intellectuelles, est-ce que vous avez l'air de dire peut-être aussi que c'est pas suffisamment fait dans d'autres concours? On a envie de savoir vraiment ce qui la distingue en fait des autres Miss. D'accord, entendu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas d'objectif d'adversité avec les autres concours déjà en place, mais simplement, quand on fait un petit bilan, un petit constat, nous constatons quand même que les Miss, en tout cas pour ma part, pour notre part dans l'association, ne mènent pas assez d'actions sur le terrain, dans les fondations culturelles, pour les actions sociales, et j'en passe. C'est ce que vous disiez, en fait, elle aura à charge une association. Absolument, déjà une association. Laquelle sera-t-elle? Est-ce que ça a été déjà décidé? Absolument, Martinique Tourisme et Diplomatie. Et à côté de cela, elle mènera à bien avec d'autres associations et fondations, pourquoi pas, en Martinique, des actions si elle le juge nécessaire et on l'accompagnera à ce niveau-là. Avant Miss World. Absolument. Merci à vous d'avoir été en plateau avec nous ce soir. Restez avec nous un petit instant, on va tout de suite voir pour votre JT délocalisé de ce soir, tour d'horizon entre Trinité, le Marigot et Fort-de-France. Regardez. Cela fait 152 ans que l'usine se dresse à l'entrée de la commune de Trinité, au quartier Galion. Aujourd'hui, la structure est en danger. Certaines machines vieillissantes menacent de s'arrêter à tout moment. De nombreux planteurs ont confié leurs inquiétudes à Eustache. Il travaille ici depuis 35 ans. C'est lui qui enregistre les livraisons. Nous sommes constamment en relation et ils nous font part de leur inquiétude par rapport à ce problème de chaudière qui dure. À savoir si la chaudière tiendra toute la campagne afin de pouvoir livrer la totalité de leur canne. Une panne d'envergure a retardé l'ouverture de la récolte de la canne. La chaudière, indispensable au fonctionnement de l'usine, a frôlé l'explosion. Âgée de 28 ans, sa durée de vie touche à sa fin. 2 hypothèses sont envisagées pour assurer la continuité de l'activité. L'achat d'une autre chaudière, il faut compter entre 10 et 17 millions, même plus près de 17 millions pour le raccordement à une centrale thermique. Enfin, moi, je ne sais pas. Nous allons voir avec notre actionnaire principal et on verra bien dans quelle mesure, en tout cas, l'usine pourra continuer à broyer de la canne. Sauf que pour le moment, aucune décision n'est prise. La centrale Albioma, en construction à proximité, tiendrait la corde pour relayer la vieille chaudière. Reste à convaincre les responsables politiques. La CTM est actionnaire majoritaire de l'usine du Galion. Il faudrait que ce soit le plus vite possible. Puisque si nos équipements actuels nous donnent des signes de faiblesse, plus on tarde, plus ça va devenir critique. Donc le plus tôt sera le mieux, mais encore une fois, permettez-moi de ne pas me substituer à ceux qui ont ce pouvoir de décision. Un projet qui divise. Si certains s'y opposent formellement, Albioma trouve aussi des adeptes. Florent Grabin est président d'une association écologique. Pour lui, c'est la seule solution. Le temps de commander une chaudière, ça demande pratiquement 20-22 mois. Le temps de l'installer, et entre-temps, ceux qui produisent de la canne font quoi? Là, aujourd'hui, nous avons une chaudière qui est à côté, qui est beaucoup plus moderne que celle-là. Il faut urgemment mettre en service cette unité. Quand on regarde cette usine, au niveau de sortie de fumée, c'est 75 fois moins, et au niveau consommation d'eau, c'est 28 mètres cubes d'eau pour Albioma et pratiquement 360 mètres cubes pour le Galion. Depuis quelques années, la production est en diminution. L'usine du Galion produit 3000 tonnes de sucre par an, là où la Martinique en consomme 14 000. Mais la seule sucrerie de l'île reste un partenaire privilégié pour une centaine de planteurs. Un véritable moteur de la filière canne. L'église Saint-Pierre et Paul du Marigot, prête à faire peau neuve. Le périmètre de sécurité est installé. Les travaux de rénovation démarreront bientôt. Une bonne nouvelle pour les fidèles qui ont vu la bâtisse se dégrader au fil du temps. C'est une bonne chose qui s'annonce. Il y a un moment que nous attendions ça. Et voilà, ça va démarrer et nous sommes très contents de cela. Et nous espérons que nous aurons notre église dans les plus brefs délais. Les paroissiens voient ça de très bon œil pour vivre leur foi différemment, avoir plus d'engouement pour venir à la messe justement, pour venir à la rencontre de Dieu. C'est dans une des rues principales du bourg que l'église se dresse depuis près de 2 siècles. L'état d'usure est visible partout sur la structure, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le lieu est très fréquenté et les accidents ont été évités de justesse. On a quelquefois des morceaux de béton qui se décrochent du toit et qui menacent de tomber sur les paroissiens. Dieu merci, jusqu'à maintenant, c'est tombé sur le banc. On n'a pas eu de paroissiens qui étaient présents au moment où ça s'est passé, mais donc on aura ce confort-là de mettre tout le monde en sécurité. Et puis on aura aussi l'aspect très important, c'est de ne pas recevoir d'eau de pluie pendant que nous sommes dans l'église, pendant que nous sommes à la messe. Les travaux sont estimés à 435 000 €, financés en majorité par la collectivité à hauteur de 80%. Le chantier doit durer environ 6 mois. Elle a souffert du tremblement de terre de 2007, donc il y a beaucoup de fissures qui seront reprises. Il y a des travaux aussi de carrelage qui seront faits dans l'église, puisque une partie de l'église, notamment l'allée centrale, est carrelée, mais le reste non. Donc le carrelage sera repris aussi. En attendant, le culte se pratique à quelques mètres dans la chapelle de Sainte-Bakita, un site provisoire. Il a fallu l'aménager pour recevoir la totalité des paroissiens. Nous avons adapté les lieux en l'agrandissant un peu avec les 3 chapiteaux que nous avons reçus de la mairie et en amenant nos propres bancs pour les besoins des fidèles. Dans la chapelle, nous allons célébrer 2 messes le dimanche. Elles ne seront plus à 9h, mais à 7h et à 9h30. La dernière rénovation de l'église date de 1949. Plus de 60 ans que le bâtiment n'avait pas été restauré. Avec ces travaux, l'église Saint-Pierre et Paul s'offrira une seconde jeunesse. Avenue Eugène Monnat, l'une des voies principales de Morne-Calebasse. Ici sont concentrés la majorité des commerçants. Axel s'y est installée en janvier dernier. Elle a repris l'activité de ses parents. Il faut que j'ai grandi dans ce snack-restaurant-là. Donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Et j'ai voulu reprendre ce restaurant pour y mettre quelque chose d'un peu plus nouveau, de dynamique, quelque chose qui me ressemble aussi. C'est vraiment pour essayer de dynamiser le quartier parce que bon, c'est vrai que depuis mon enfance, c'est un quartier qui est un petit peu malheureusement éteint. Mon projet, ce serait vraiment de mettre en valeur ce quartier. Et voilà, apporter un souffle nouveau. Un quartier au sein duquel l'ancien et le moderne se côtoient. Il abrite notamment l'une des premières imprimeries de l'île, la première salle de culturisme de Martinique, la distillerie Dillon, l'un des moteurs de l'économie de la zone. À la rouille de la Flûte des Mornes, cette épicerie fait de la résistance. C'est la dernière des 9 petits commerces d'alimentation générale à survivre à Morne-Calebasse. Ma grand-mère l'avait au début et puis mon père a repris à sa place et puis depuis voilà, c'est mon père qui tient sa petite boutique, c'est la dernière. De temps en temps quand je peux, je viens l'aider. Un lieu centralisateur où jeunes et moins jeunes se rencontrent. Là, ils font le mercredi après-midi, nous tristes. Alors imaginez où ils font un mois, ils ont congé. Nous tristes, nous comprenons ça, il faut prendre congé. Mais là, ils font pour un mois, nous tristes. Depuis boutique là, nous tristes en quartier, c'est boutique là qui a animé quartier. C'est une boutique qui est passé 40 ans qui est en quartier. Parce que moi, je depuis petit moment, je connais cette boutique là. Un quartier populaire au sein duquel Eugène Monnat a vécu et s'est éteint en 1991. Il occupait cette maison à la rue Paul-le-Gros du nom d'un fabricant de tambours. Et en sillonnant le quartier, nombre de noms de rues font référence à ses chansons. La rue Ciano ou la rue Bois-Brilé. Dans sa partie nord, un escalier particulier, celui des 144 marches qui relie Morne-Calebasse au quartier Mout. Un chemin principalement utilisé aujourd'hui par les collégiens scolarisés à Corridon. Et puis ce mur de soutènement construit après le terrible glissement de terrain de mai 2011. Un quartier riche de son histoire et de son patrimoine culturel qui évolue entre tradition et modernité. Conseiller municipal depuis 2001 et originaire de Morne-Calebasse, Patrick Honoré a rassemblé quelques éléments de la jeunesse du quartier. Lors de la création du lycée La Pointe des Nègres, en fait, Césaire a demandé que les personnes puissent habiter autour de l'usine Dillon, l'habitation Dillon. Ici, dans les années 60, on va dire 59 plus précisément, et que les personnes de Tetzaco, de Montpijoin sont venues habiter, la plupart, majoritairement, sont venues habiter autour de l'usine. Et c'est comme ça où est né le quartier Morne-Calebasse. Plus récemment, on a eu
la naissance de Montgérald dans les années 82. Ce qui fait que Montcalbas est issu de l'habitation d'Ilon, Montgérald est issu de Montcalbas. À la fois rural et urbain, Montcalbas est un quartier de la mixité sociale où la population est estimée à environ 3500 habitants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. Démarrer sa rentrée du bon pied et du bon œil. Cette année encore, la FCPE organisait en partenariat avec des opticiens des dépistages visuels gratuits pour les enfants dans 3 centres commerciaux. Une randonnée sur fond de revendications. Le Comité national des réparations organisait aujourd'hui une marche mémoire à la redécouverte de certains édifices et monuments de Fort-de-France. Une trentaine de participants a remonté le temps. En sport, le club franciscain et la Samaritaine ont ouvert la saison de football hier. Une rencontre engagée, mais au final, match nul, nous l'avons vu. Il se multiplie chez nous les concours de beauté. Le dernier en date, Miss Territoriale Martinique, vient de désigner sa toute première Miss, Maïli Rebar. Notre invité, François-Xavier Erard, le président du comité organisateur, nous en a dit un petit peu plus sur ce nouveau concours. La suite de vos programmes à 20h, vous avez rendez-vous avec The Voice Kids, puis à 21h50 avec la rediffusion du magazine Côté Ciné. Je vous retrouve demain à la même heure. Très belle soirée sur ATV.